10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là, très content de vous retrouver pour ce nouveau petit débrief nocturne de soirée match nul entre, non pas match nul, mais match nul entre la Serbie et l'Angleterre. Franchement pour moi le pire match de l'Euro pour l'instant, ça finit, je crois que j'ai les chiffres ici, 29 fautes ou un truc un peu absurde comme ça, 19 fautes, 27 fautes, 19 pour la Serbie, c'était très très haché. 27 fautes au total pour seulement 11 tirs cumulés, 6 pour les Serbes, 5 pour l'Angleterre de Gareth Southgate. À quoi joues-tu Gareth? Comment c'est possible de faire ce 11 avec ce quatuor offensif extraordinaire, Foden, Bellingham, Saka, Kane, et produire aussi peu? Ça va peut-être les amener à un titre, on verra, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour juger, mais c'était pas une rencontre extraordinaire, et niveau jeu, ouais, je pense on peut dire on a été déçus, à part peut-être pour la performance d'un homme, Bellingham, qui a franchement, notamment sa première période, mais même tout au long du match, c'était son match dégageait quelque chose, il y avait vraiment un truc spécial. Et donc comme d'habitude, on va se retrouver, parler un petit peu de cette journée d'Euro, se passer les images. On fait aussi un petit point, comme vous le voyez sur le menu, sur le conducteur, sur Danemark-Slovénie, qui était le match de 18h, et que j'ai trouvé perso, alors peut-être c'est un avis controversé, mais j'ai trouvé perso relativement sympa, plus emballant en tout cas que cette Angleterre-Serbie. Et ouais, bon, on aura l'occasion d'en discuter dans quelques minutes. Je regardais donc sur la chaîne néerlandaise et il y avait Erik ten Hag en plateau. Il me faut rire parce que le match vient de se terminer à peine, vous voyez sur l'écran derrière, la congratulation entre Pickford et Bellingham, et tout de suite ils sont sur l'analyse tactique. Ça c'est la séquence qui arrive tout de suite après pour montrer la pression en individuel des Serbes dans la moitié de terrain anglaise, sur la loupe, sur Rice et tout. Bon, j'aime beaucoup mes amis néerlandais, ils ont une vraie culture du jeu, vraie finesse. Mais moi, j'ai juste envie de dire, le match, il était un peu nul et pas très emballant. Il s'est pas passé grand-chose. Ouais, j'ai pas passé un super dimanche soir. Demain, on espère qu'on aura un meilleur dimanche soir. Et en vrai, j'ai des équipes que j'ai hâte de regarder demain, notamment l'Ukraine, la Belgique aussi. Donc je pense qu'on passera un lundi, un meilleur lundi, en tout cas pour ceux qui ont la chance, la possibilité de voir des matchs de 15h et 18h lundi, ce qui est, faut dire aussi, au moins en partie un privilège. Serbie-Angleterre, bref, on est parti. À quoi joues-tu Gareth? On va regarder un petit peu la composition des Serbes. Ils étaient dans ce 3-5-2 ou 3-4-2-1 en fonction de comment on voit la position de Milinkovic-Savic, mais donc la paire Mitrovic-Vlahovic, les deux associés, Zivkovic et Kostic, les deux pistons, ok, et notre ami Pavlovic, mon joueur à suivre côté serbe, parce que la grande idée, c'était est-ce qu'ils peuvent être meilleurs défensivement qu'au Mondial 2022. C'est là-dessus peut-être que repose l'avenir du tournoi serbe. Et pour l'Angleterre, le 4-2-3-1, exactement celui qu'on anticipait. Trippier, donc latéral gauche avec la blessure de Shaw. Walker, latéral droit. Stones, Gay, la charnière centrale. Rice, Trent au milieu de terrain. Bellingham, Saka, Foden, sous Kane donc. Et le premier truc qui nous choque, qui nous marque, c'est à quel point cette Angleterre est fluide. Elle est assez peu positionnelle, tout le monde bouge beaucoup, et c'est peut-être quelque chose auquel il faut s'attendre quant à Bellingham, Saka, Foden, Kane, tellement de talent. Mais je vois aussi un Alexander-Arnold qui, sur le papier, est censé former un tandem de l'entrejeu aux côtés de Declan Rice, être aussi régulièrement dans une position excentrée, limite plus proche de son rôle de latéral droit habituel. Donc ok, on voit Bellingham là, on le voit même à peine sur l'écran, quoi. Il est très haut. Trippier aussi. J'ai vu des choses comme par exemple, je pense j'ai des images, des appels de Trent dans la profondeur. Et régulièrement, il était plus haut qu'un Bellingham qui venait beaucoup plus décrocher pour mettre sa patte, son emprise sur le match. Ça, il l'a très bien fait. Mais voilà, des appels comme ça dans la profondeur de Trent, j'imagine pour essayer d'ouvrir un petit peu de l'espace à l'intérieur du jeu, entre les lignes, en poussant les centraux serbes, en écrasant un petit peu leurs lignes. J'imagine que c'était ça l'idée, par exemple, sur ce genre d'appel. Aussi, on le voit par exemple Trippier, là, en tant que latéral gauche, mais qui était parfois, quasiment dans une position ailier, ou attaquant presque de 4-3-3, là on dirait presque un 4-3-3 avec Kane, Saka et Trippier. Trippier était clairement le pourvoyeur de largeur côté gauche et Saka à droite. Donc voilà, on voit des trucs comme ça. On voit des positions de Bellingham qui est toujours au cœur de tout, toujours la plaque tournante, la pieuvre. Il a vraiment sorti une grosse première période et impliqué dans tous les bons mouvements. Le but part de lui. Le seul but du match,
très bonne passe de Walker, faut dire, dans l'intervalle, pour Saka aussi, qui est sans doute le deuxième meilleur anglais de la partie, derrière Bellingham. On voit ici, il est déjà en train de demander, il va effectivement être servi, il y a une bonne déviation heureuse qui lui met le ballon pile sur la tête, parfait, au 6 mètres, déviation de Pavlovic, mais Bellingham se retrouvait dans la boîte, se retrouvait dans la zone, et Fabregas en plateau de pré-match sur la chaîne anglaise disait ouais, le truc avec Jude, c'est qu'il est clutch, et c'est vraiment le terme pour le définir. S'il marque autant de buts, c'est qu'il a ce sens, il a cette odeur du sang, et il se retrouve souvent dans les bonnes positions, comme celle-ci pour finir par exemple, ce qui n'est pas du tout forcément caractéristique du joueur qu'il était, ne serait-ce qu'au précédent tournoi, où il y a 3 ans, je sais pas, à l'époque, je l'ai pas vu à l'époque, mais époque Birmingham, et après ensuite à l'époque Dortmund, il finissait un petit peu plus dans la surface. À la base, Bellingham, c'est un peu un 8. Ouais, on voit qu'il s'est mué en un joueur de dernier tiers, mais total, complet, un gars qui finit à quasiment 20 buts en Liga. Et donc 1-0 pour l'Angleterre, voilà, tout ça pour dire, au bout de 13 minutes, ce sera le dernier but du match. Derrière, j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu faire les hommes de Gareth Southgate. Il y a eu des moments comme par exemple Alexander-Arnold là au milieu de terrain qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, ça fait ballon perdu, récupéré par la Serbie. C'est hyper dangereux en vrai. Et la frappe de Mitrovic va passer un petit peu à côté du montant gauche de Pickford, mais quand même, à perte de balle méga dangereuse. Heureusement que Jude est là parfois pour colmater les brèches et pour boucher les trous. Il a fait un travail notamment défensif que j'ai trouvé extraordinaire, tellement de repli, d'agressivité. Sur le match de Jude, qui a été élu logiquement homme du match, c'est-à-dire le 9, 3 tacles réussis sur 4 tentés, 2 dégagements, 1 interception, un seul dribble passé. Il y a eu très peu de dribbles dans ce match, mais ouais, avec 6,3% de possession, je crois que c'est 92 ballons touchés, c'est ça. C'est le joueur du match qui en a touché le plus. Et ouais, il a été vraiment partout, et notamment sur l'aspect défensif, ce tacle, cette récupération, vous voyez, 24-02, 10 secondes plus tard, elle donne lieu à un mouvement offensif très dangereux pour l'Angleterre. Walker en retrait, ça va toucher personne, mais ouais, c'est bon mouvement de Jude. Et je crois qu'il était aussi ici, regardez, il était là, prêt à, vraiment, il était de partout, il était prêt à finir l'action quasiment. On le voit là, si vous vous souvenez, cette transversale là un peu volée où il se couche, magnifique, elle est quasiment tibia, pas vraiment, mais juste un geste avec magnifique, ouais, très beau geste, des petits moments aussi comme ça, les contrôles derrière, jambes d'appui, magnifique, et la pression, encore une fois, il est là. Franchement, le travail de Jude, c'était, non là pardon, c'est pas Jude. Qui est-ce qui vient chasser ici? C'est Alexander-Arnold. J'avais mis cette séquence pour montrer à quel point le milieu de l'Angleterre est très fluide, aussi sans ballon, parce qu'on a Trent, qui est sur le papier, est censé être plus bas que Jude, qui vient agresser là, et Jude qui est beaucoup plus bas. Ouais, la fluidité de ce système anglais, ce qui nous donne, quelques secondes plus tard, une récupération basse de Jude ici. J'ai vraiment joueur... assez tout-terrain, et surtout cette Angleterre, ouais, j'ai pas tout le temps vraiment compris quel était son principe, et la position de ces joueurs, ça variait énormément, et au début, sur le premier quart d'heure, je me disais, wow, c'est tellement fluide, c'est incroyable, c'est vrai, c'est peut-être ça que tu fais quand t'as Bellingham, Saka, Foden, Kane, Alexander-Arnold, Rice, tous ces joueurs, en fait, c'est tellement tous des maestros que tu les laisses créer ensemble, et tu as cette fluidité naturelle, parce que c'est ça que ce choix d'homme exige. Et en fait, à la fin, j'ai été un peu déçu de cette fluidité, parce que j'ai pas vu de très belles séquences collectives. Par exemple, le Danemark, on va en parler tout à l'heure, c'était beaucoup moins fluide, c'était beaucoup plus chacun à sa position, mais par contre, je trouvais que ça envoyait quelques très belles séquences de jeu. Donc, sans un Bellingham des grands soirs, qui a sorti vraiment le costume de lumière et qui était absolument de partout. Genre là, il se fait tacler, c'est une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage, genre Sato laisse l'avantage, parce que derrière, il est capable d'accélérer, de déposer un Mitrovic saoudien qui a eu le corps un peu fatigué quand même, qui est sorti à l'heure de jeu. On a vu que physiquement, il était un petit peu en difficulté. On n'a pas parlé de la Serbie pour l'instant. Sur cette première période, ils n'ont pas montré énormément de choses, mais au fur et à mesure de la partie, ils sont vraiment rentrés dans le match, et je les ai trouvés assez dangereux, assez menaçants et intéressants. Ils vont peut-être être frustrés de ce match nul. Il y a une petite situation litigieuse, je pense pas que c'est penalty, mais aussi peut-être qui va les faire parler un petit peu. Mais ouais, progressivement, des centres dangereux, l'Angleterre un petit peu, Pickford qui a dû sortir un gros arrêt à la fin. On arrive à la mi-temps là à 1-0, et l'Angleterre dans l'ensemble a imprimé pas mal de contrôle.
mais c'est assez stérile. Et par exemple, une stat que j'ai sortie qui illustre assez bien à quel point cette Angleterre était... À mon avis, elle n'a pas vraiment quand même voulu faire ce qu'elle voulait faire, c'est le nombre de ballons touchés. Bon, on voit Bellingham, 55, il a vraiment eu une emprise totale sur la performance anglaise, mais Kane, 2 ballons touchés à la mi-temps, pas servi du tout. Et ouais, l'Angleterre manque un petit peu je pense, de repères encore dans son animation offensive. C'était la frontière peut-être parfois entre fluide et brouillon est très fine. Et là, souvent, on était peut-être plus du côté brouillon que fluide pour les Anglais. Donc pas très fan. Il y avait des moments, c'était pas très beau. Par contre, Bellingham était toujours c'est incroyable. Des récupérations comme ça, un abattage énorme. Qu'est-ce que je voulais montrer avec cette séquence? Ah oui, regardez Foden aussi bas sur une séquence de relance anglaise, de construction. Un Foden qui est sur le papier offensif gauche du 4-2-3-1. Il est plus bas que Rice encore, il est entre les deux centraux là, entre Stones et Gay. Et typiquement, des moments surprenants de cette Angleterre de Southgate. Et la Serbie, je trouve, en profite plutôt, avec des attaques dangereuses. Là, je crois que c'est Mladenovic qui est entré en cours de jeu, le 25, qui va réussir un centre dangereux. Et c'est là que Mitrovic est poussé un petit peu par Trippier. Ça aurait pu peut-être être penalty, mais je pense pas quand même. Le petit ballon par-dessus, là, est-ce que c'était Lukic alors ou peut-être simplement Sergei En tout cas, par-dessus, c'est dangereux. Et Vlahovic, que j'ai trouvé assez remuant, son centre est très très proche de trouver Mladenovic. Il y a eu des trucs comme ça que la Serbie a réussi à créer progressivement, où je me dis, je sais pas, j'ai du mal à me projeter encore. Est-ce que vous les voyez plutôt au-dessus du Danemark ou de la Slovénie? Qu'est-ce qu'un Danemark-Serbie donnerait par exemple? Quelle est la deuxième équipe qui va se qualifier dans le groupe? Parce que bon, l'Angleterre a pris une énorme option. Hein. Quand même, ce résultat, il leur fait beaucoup de bien avec le match nul entre Slovénie et Danemark. 3 points. Derrière, qui est-ce qui joue deuxième match? Est-ce que c'est Slovénie ou Danemark? C'est Danemark, oui, parce que c'est le match juste avant Espagne-Italie. Ce qui va être un sacré enchaînement. Ça va être assez sympa, ça. Mais typiquement, ouais, Slovénie-Serbie, qu'est-ce que vous voyez dans ce match de jeudi 15h? Du mal à analyser exactement cette Serbie, parce qu'on a vu faire 5 tirs dans ce match, pas proposer énormément. Mais bon, en même temps, c'est l'Angleterre. Pour parler de l'Angleterre aussi, je voyais par moment d'être la pression, typiquement ici, de Jude. Et quand c'est pas suivi, que la Serbie réussit à jouer, voilà, il dit à ses coéquipiers, bon, qu'est-ce qu'on fait les gars? Et ce genre de séquence que j'ai vu à plusieurs moments, pour moi, assez évocatrice sur le fait que c'est pas encore une équipe très très bien rodée, je trouve, cette Angleterre. Son potentiel est énorme, massif, mais pour l'instant, avec un match comme ça, je la mettrais pas dans le top 3 des équipes qui m'ont le plus parlé sur ce début de tournoi. Je mettrais clairement l'Espagne et l'Allemagne loin devant. Et ouais, peut-être on peut discuter de 2-3 autres. En espérant que l'équipe de France rejoigne ce trio demain soir. Les gars, j'ai un peu de stress là. Mais on verra ça en bonne heure, en heure voulue. Bellingham qui a continué voilà, à faire le show un peu sur le côté. Il était dans son élément. Et c'était son soir. Bowen, l'entrée de Bowen, c'est un des 3 Anglais à être entré. Southgate n'a pas utilisé tous ces changements. Bowen, Gallagher et Mainoo. Donc intéressant peut-être sur ceux qu'il considère comme étant ses entrants clés phares. Mainoo, je pense que c'est très pertinent. Gallagher était le premier à entrer si je me souviens bien. Mais ouais, pas de Eze par exemple, qui aurait, je trouve, fait du bien à un certain moment. Pas de Cole Palmer par exemple, ça c'est intéressant. Pas de Adam Wharton, ça c'est peut-être plus attendu. Il y a un moment aussi où Trippier a eu une petite douleur. Et on se dit, s'il n'y a pas Trippier, pas Shaw, comment est-ce qu'ils vont faire à gauche? Peut-être que Shaw revient au prochain match aussi. Et peut-être que ça va régler un petit peu les questions de l'animation offensive, parce qu'avec Trippier, c'était bizarre, je trouvais sur ce flanc gauche. Mais bon, c'est au bout de ce centre de Bowen, pour reprendre sur l'action, que la tête de Kane va être déviée par Rajkovic sur la barre. Grosse occasion. Et Vlahovic, celle-ci, sortie par Pickford. Donc sur la fin de match, ça s'est un petit peu emballé. Mais dans l'ensemble, j'ai pas trouvé une très très grande rencontre. Et Dragan Stojkovic, je trouve, a pas vraiment réussi à profiter d'une Angleterre encore en rodage. Donc peut-être ça c'est une frustration pour mes amis serbes. Et voilà en gros pour cette Angleterre-Serbie. Peut mieux faire des deux côtés, je dirais. Je mettrais pas plus que
que 12 sur 20 à l'Angleterre sur cette rencontre. Et forcément, la Serbie qui perd avec seulement 5 tirs, c'est en dessous de la moyenne. Mais bon, ça reste un match contre l'Angleterre, le favori a priori sur le papier de l'Euro. Donc on verra ce qu'ils feront contre Slovénie, prochain match. On passe sur Danemark-Slovénie, justement. Hop, petite transition. Moi, ça m'a plus plu. Moi, j'ai passé plutôt un bon moment devant ce match. Peut-être plus les matchs, disons, plus la journée avance, plus je suis exigeant sur les rencontres. Plus le niveau de fatigue augmente, plus je suis sévère. Mais à 18h, j'ai trouvé ça sympa pour un match de 18h. J'ai bien aimé Benjamin Šeško, qui n'a pas marqué. Malheureusement, il n'a pas marqué. Et d'ailleurs, ce Slovénie-Danemark, c'est celui qui fait capoter notre 3 sur 3. Parce que sinon, on avait les victoires des Pays-Bas et de l'Angleterre. Mais là, on avait 10 victoires du Danemark. L'égalisation au bout du bout de Janja nous a malheureusement coûté le perfect. Mais par contre, ça nous a offert un match assez sympathique, j'ai trouvé. Donc la Slovénie en 4-4-2 avec Sporar, le deuxième offensif. Et le Danemark, aussi dans un système à 2 pointes, Højlund, Vind très très intéressant dans ce rôle d'avant-centre pivot, très très physique. Il y a eu des chocs intéressants avec Biol, il y a qu'à Biol, bien sûr un de nos joueurs à suivre. Et Morten Schulman, donc associé au milieu de terrain à Pierre-Emil Højbjerg, Bas et Christiansen, les deux latéraux, pistons. Je vois le Danemark faire de très très belles choses sur cette première période. Il y a des séquences vraiment avec ballon, du jeu en une touche, 1, 2, Eriksen qui a été vraiment pas mal j'ai trouvé. Et ouais, derrière, tu réussis à sortir. Je délaye un petit peu les screenshots pour pas que l'UEFA strike ma vidéo s'il vous plaît les gars, non. Déviation d'Eriksen, et ouais, il y a vraiment de belles séquences de sortie du premier tiers. Ça finit sur un gros choc Biol-Vind, de beaux clients, de beaux bébés. Mais ouais, j'ai bien aimé ce début de match. Et la Slovénie aussi a un petit peu de répondant, avec Šeško qui était vraiment au four et au moulin, qui était le talisman de son équipe, qui a énormément travaillé de partout, et qui s'est procuré 2 belles frappes extérieures de surface. Celle-ci, elle passe à rien du montant de Schmeichel. Belle tentative. Franchement, Šeško m'a plu. Dommage qu'il n'ait pas marqué, mon petit joueur à suivre, mon petit chouchou. Mais il m'a bien plu sur ce match. Et encore un but venu d'une touche. C'est un peu un truc sur cet Euro. Il y a eu bien sûr la touche de l'Albanie pour Bajrami contre la Suisse, contre l'Italie bien sûr. Il y a eu la touche de Kukureya contre la Croatie pour... Est-ce que c'était le deuxième but? Ouais, je pense que c'est le deuxième but de l'Espagne. Ouais, je dirais le deuxième but de l'Espagne parce que c'est ce long ballon de Fabian Ruiz. Il me semble que c'est ça. Ou alors sur le premier. Mais aussi une touche rapidement jouée intéressante. Et cette troisième donc. Superbe déviation de Vind. Magnifique. Pour Eriksen qui a réussi un bel enchaînement aussi. Contrôle et reprise rapide dans le petit filet de Jan Oblak. 1-0. Le Danemark prend l'avantage. Et un match qui est parti sur les chapeaux de roue. Le Danemark qui continue, je trouve, à trouver de belles séquences de jeu. Voilà, entre les lignes. Des beaux mouvements. La Slovénie tranchée un petit peu de partout. Et sur cette première période, je me dis, waouh, on a retrouvé notre Danemark. Là, c'est pas le Danemark de la Coupe du Monde, là, c'est le Danemark de l'Euro. Ouais, peut-être encore un beau tournoi à venir pour les Danois. Il y a vraiment de belles séquences. On rentre à la mi-temps, 1-0, Eriksen, pour le 3e Euro de sa carrière. Parce qu'il a fait 2012, il a fait le dernier, mais bon, à peine évidemment, malheureusement. 2016, le Danemark n'était pas qualifié. Et donc celui-ci, c'est peut-être le premier but donc, de sa carrière à l'Euro. Lui, un gars qui a genre 130 caps avec le Danemark, pas mal. Mais en seconde, ils ont un peu baissé pavillon. En seconde, j'ai trouvé la Slovénie meilleure, de plus en plus d'occasions. Et si Sporar, ici, qui a une très très grosse, et plusieurs derrière, était un peu meilleur finisseur, la Slovénie, je pense, aurait même pu gagner ce match. Dommage pour Sporar, et dommage que Šeško n'ait pas été à la réception de tous ces ballons-là. Parce que c'est un meilleur attaquant. Et cette frappe-là qui dégaine à 25 mètres, boum, qui heurte le montant et qui derrière va donner corner, et bah c'est celle qui amène le but de l'égalisation. Alors désolé, je sais pas si j'ai très très bien prononcé son nom tout à l'heure. Janja, ami slovène, dites-moi. Mais sa frappe-là, qui me fait penser à celle de Samuel Umtiti contre Tottenham, même si elle prend pas la même direction, même si elle n'est pas aussi sublime, elle est un peu dans la même zone, elle vient de la même zone, et elle est déviée, malheureusement par Morten Schulman, il me semble, et elle prend Kasper Schmeichel à contre-pied, un partout pour la Slovénie qui recolle dans le dernier quart d'heure. C'est le seul match nul de ce début d'Euro. Et derrière, la Slovénie a encore des belles occasions. Encore une fois, Janja qui est servi côté gauche, son centre
et repris par Sporar en 2 temps. Il a une très très grosse occasion là. Franchement, je me dis, si c'est Šeško plutôt, il y a moins que ça fasse 2-1. Encore une fois, belle action là. Et Šeško, la remise, magnifique, magnifique. Sporar qui est lancé dans la profondeur, qui prend le dessus sur Vestergaard, il l'a mangé à la course. Et malheureusement, sa frappe n'est pas cadrée. Il y a eu de beaux mouvements slovènes. Et bon, les hommes de Matej Kek, à la fin, on l'a vu très très heureux, célébrer, faire même un changement, sortir ses 2 pointes à la 94e minute, juste pour gagner du temps. Donc c'est un bon point pris par les Slovènes, qui désormais vont jouer leur va-tout contre la Serbie. Hein. Parce que contre l'Angleterre, oui, j'ai du mal à voir ces Slovènes quand même aller chercher quelque chose. Mais contre la Serbie, là, la Slovénie peut, s'ils l'emportent, ils passent à 4 points. Ils sont en très très bonne position pour la qualif. À 4 points, je veux dire, c'est fait. Hein. Normalement, 3 points et un goal average neutre, même s'il y a des chances que ça te qualifie parmi les meilleurs 3e. Donc si la Slovénie fait 4 points, si elle bat la Serbie là, elle se qualifie pour les 8e de finale. Je vais dire pour la première fois de son histoire en grand tournoi. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est ça en vrai. Je dirais ça. Donc ouais, bon résultat clairement pour les Slovènes. Mauvais résultat pour les Danois. Et dans l'ensemble, une très très bonne journée, une très très bonne opération pour l'Angleterre, malgré son match que j'ai trouvé personnellement décevant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jour-ci, les amis? J'ai débriefé le match des Pays-Bas tout à l'heure, donc ça, vous avez déjà la vidéo. Et demain, donc, qu'est-ce qu'on a? Roumanie-Ukraine à 15h, Belgique-Slovaquie à 18h, et celui-ci, Autriche-France, demain soir. Demain soir, on se retrouve là pile dans 24 heures, et j'espère que j'aurai un grand sourire, et qu'on aura bien lancé les débats, parce que cette victoire des Pays-Bas, elle est pas très bonne pour nous, hein. C'est pas une super opération pour nous. Donc il faut qu'on le fasse contre l'Autriche, à Düsseldorf. Espérons battre ces Autrichiens. Niveau cote, l'Autriche est à 6,10, le match nul à 4,50. Moi, j'ai parié sur le match nul. Hein. J'ai fait ma vidéo prono tout à l'heure. J'ai dit un partout. Donc j'espère me tromper, mais la France est là à 1,54. On verra. Belgique-Slovaquie, je vois les Belges le faire. J'attends pas énormément de cette Slovaquie, mais on verra. Mais le potentiel offensif des Belges me semble quand même être au-dessus. Et pour l'instant, les gros ont gagné tous leurs matchs, à part le Danemark contre la Slovénie. Il n'y a pas eu trop de surprises sur ce début d'Euro. Et enfin, je pense l'Ukraine. Alors, on va voir, parce que collectivement, peut-être c'est pas... Par contre, les individualités qu'a l'Ukraine, j'ai hâte de voir à 15h, de découvrir. Parce que pour moi, l'Ukraine, ça a le potentiel pour être très fort sur les individualités. C'est pas seulement Mudryk, c'est aussi Soudakov, qui est mon joueur à suivre quasiment de l'Euro. C'est la paire Dovbyk-Tsigankov de Girona, magnifique. Zabarny en défense centrale. Tellement de petits joueurs qui sont très très intéressants à suivre. Donc pour moi, l'Ukraine à 1,95, là, je trouve ça très intéressant. Et avec la Belgique, disons juste les deux ensemble, ça fait un combiné à 2,83. Et avec le match nul, mais bon, ça, on part dans une autre dimension, 12,72. Si c'est plutôt juste la France, si genre les 3 favoris l'emportent, 4,35. C'était à peu près pareil sur les pronos du jour, et on a que fait le 2 sur 3. Donc même quand vous voyez les favoris, etc., même les favoris, 3 favoris de suite qui l'emportent, ça passe assez rarement. Donc bien sûr, faites attention, et comme vous le savez, ces cotes, c'est Winamax, vous avez le code promo en description. Mais faites attention à vos mises, plutôt des petites. Vous savez qu'avec le code, vous avez votre première, en gros, un dépôt de 15 € devient à peu près 40 € avec lesquels vous pouvez parier. Mais faites attention, essayez de faire durer ça tout le tournoi. Et bien sûr, c'est strictement réservé aux majeurs. Et voilà pour les matchs de demain. Donc on analysera ça demain. Et après, mardi, Turquie, Géorgie, Portugal, République tchèque. Ça bouclera déjà cette première journée de phase de groupe. Qu'est-ce que vous pensez de ce début d'Euro pour l'instant ? Faites-moi part de toutes vos impressions dans les commentaires. J'espère que les vidéos continuent de vous plaire. Et demain c'est le grand jour et le grand soir. Prenez soin de vous les potes et à demain. Bisous.